Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des discussions autour des droits d'auteur, organisée par le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, et Franck Macrez, en association avec le laboratoire SAGE, un laboratoire de sciences sociales et politiques à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, pour cette séance, nous recevons Christophe Masutti, qui est docteur en histoire et philosophie des sciences, membre administrateur de l'association Framasoft, et qui vient de publier un ouvrage intitulé « Affaires privées, aux sources du capitalisme de surveillance ». Et, comme son titre l'indique, a travaillé, analysé un peu cette histoire de la surveillance pour l'actualité pour aujourd'hui. Nous recevons également Caroline Zorn, qui est docteure en droit, avocate au barreau de Strasbourg, spécialiste des questions de propriété des données, ou plutôt de la protection des données personnelles. Et je les remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation pour discuter aujourd'hui de ces questions liées à la surveillance, au traçage, à la protection également des données. Et l'actualité d'aujourd'hui nous en donne l'occasion, puisqu'on est dans ce contexte où l'on discute de Stop Covid et d'autres applications. Donc, sans tarder, je donne la parole à Caroline Zorn, qui va revenir un peu sur ces questions d'actualité avant que l'on passe la parole à Christophe. Merci Caroline. Merci Hélène. Il nous a paru intéressant pour commencer cette session de revenir sur les exemples d'actualité que sont Stop Covid, bien sûr, c'est dans l'intitulé de notre après-midi, mais également sur SIDEP, qui est le service intégré de dépistage et de prévention, et Contact Covid. Pourquoi ? Parce que ce sont trois choses radicalement différentes, deux choses en réalité, puisque ce sont deux grands ensembles. Et je suis beaucoup interrogée sur le fonctionnement de ces différents fichiers. Donc, je vous propose de commencer simplement par cette distinction. En première intention, nous allons parler de l'application Stop Covid. Alors, application sur smartphone, c'est une application qui a été annoncée par le ministre de la Santé le 8 avril dans les colonnes du Monde. Et il a été annoncé que cela faisait partie de l'arsenal de déconfinement que de pouvoir disposer d'une application sur son smartphone. L'application, puisque le déconfinement était prévu au 11 mai, en toute hypothèse, devait pouvoir être téléchargée par les Françaises et les Français au 11 mai. Ce ne sera le cas que début juin, vraisemblablement, et le Parlement qui devait en débattre fin avril, finalement, en débattra fin mai. Si les questions ont été, les débats sont houleux concernant cette application, je pense qu'en réalité ce n'est rien à côté des débats qui interviendront lorsque tous les destinataires de ces fichiers, c'est-à-dire toute la population française, aura bien compris ce qu'est SIDEP et Contact Covid. Alors, sur l'application Stop Covid, comment est-ce que ça fonctionne ? La première chose, c'est que ça fonctionne sur la base du volontariat. Chaque personne est invitée et je vous invite à réfléchir à l'opportunité de télécharger cette application, donc qui sera disponible, je le répète, début juin, maintenant on en est quasi certain. Pourquoi est-ce qu'il faut y réfléchir ? Déjà parce qu'on a le choix d'y réfléchir, ce qui n'est absolument pas le cas de SIDEP et Contact Covid. L'application, elle fonctionne sur la base du Bluetooth, qui est déjà un choix assez particulier. Alors, d'aucuns nous diront que c'est bien moins intrusif que le GPS, qui, on y reviendra, je pense, Christophe longuement, permet un pistage beaucoup plus précis, le GPS. Le Bluetooth, lui, est une technologie dont tous les smartphones disposent, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie,
mais qui a le gros défaut, en général, de ne pas fonctionner facilement avec des applications qui nécessitent d'être en permanence allumées. Et c'est bien le principe de Stop Covid, c'est-à-dire que son objectif est de permettre de savoir si les personnes que vous avez croisées dans la journée sont infectées. Alors, c'est extrêmement ambitieux comme application et un certain nombre de techniciens, moi je ne le suis pas, je ne suis que juriste, mais un certain nombre de techniciens, et pas des moins éminents, mettent en cause l'efficacité de Stop Covid parce que la plupart des personnes que l'on rencontre dans la journée, si on est un petit peu scrupuleux, on sait. C'est-à-dire qu'on sait qui est sa famille, on sait qui sont ses collègues de travail, et les personnes que l'on va croiser dans la rue, si on adopte les gestes barrières, eh bien, on ne discute pas avec elles un quart d'heure sans masque à 50 cm. Bon. Donc à partir de là, si vous prenez ce risque, eh bien, vous devez le peser, vous n'avez en théorie pas besoin d'une application pour vous l'indiquer. Il y a quand même d'autres cas, comme les transports, où vous allez être près d'un grand nombre de personnes. Ce qui peut créer éventuellement un sentiment de stress, voire de panique, lorsque votre téléphone va vous alerter sur le grand nombre de personnes infectées que vous avez pu rencontrer. Alors, ce ne sont pas des alertes nominatives, puisque votre téléphone va envoyer une alerte pseudonymisée, et les téléphones des personnes autour, donc ça nécessite que les personnes aient un smartphone, que le Bluetooth soit activé, et qu'ils aient téléchargé bien évidemment l'application, eh bien là encore les autres téléphones vont fonctionner avec des pseudonymes. Attention, pseudonymes, ce sont des données à caractère personnel. Ça n'est en aucun cas des éléments anonymes, c'est de la pseudonymisation. Vous allez avoir une série de chiffres et de caractères qui vont permettre d'identifier le téléphone et la personne qui est derrière. Donc voilà le principe de Stop Covid. C'est une application, pour résumer, téléchargeable sur la base du volontariat qui va permettre, en théorie, de vous alerter sur les personnes infectées que vous aurez pu rencontrer dans la journée. Alors, dans la journée, mais vous avez l'alerte quelques temps plus tard, lorsque une des personnes que vous aurez rencontrées aura elle-même signalé, là encore sur la base du volontariat, qu'elle est infectée au Covid. Donc cela fait beaucoup de conditions. On pourra reparler peut-être un peu plus tard des questions plus fines que cela pose et peut-être qu'on sera interpellé dessus. Ce qui est je crois le principal à retenir, c'est que contrairement à SIDEP, donc qui est le service intégré de dépistage et de prévention et contact Covid, qui est le fichier de l'assurance maladie, l'application, vous la téléchargez. Les deux autres fichiers, ce sont les médecins qui entrent vos données. Ce sont les médecins qui sont invités à indiquer qu'ils ont prescrit un test Covid de leurs patients sur le portail Amélie Pro, en première intention. Et puis, lorsque le test est effectué, le laboratoire est lui obligé, il n'en a pas la faculté, mais il est obligé d'entrer les résultats du test de la personne dans ses bases de données. Et derrière, le fonctionnement de ces fichiers fait intervenir un grand nombre de personnes qui ne sont pas toutes identifiées avec la même force. Voilà. Donc, après, ce sont d'autres questions techniques en lien avec la protection de ces données de santé. Donc, voilà les grands sujets d'actualité, les sujets du moment en matière de données de santé qui me conduisent à parler d'un état d'urgence pour les données de santé. Donc, merci pour ces précisions. Avant de passer la parole à Christophe, je rappelle que nous sommes à la salle blanche de la librairie de Kléber, sans public, puisque nous sommes contraints par les mesures et les gestes barrières, mais vous pouvez réagir, bien évidemment, et nous y répondrons. Ces questions posent quand même problème, en tout cas en termes de protection des données, de consentement, et on est surveillé. En tout cas, il y a ces questions-là. Donc Christophe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette surveillance ? Je vais continuer à enchaîner sur Stop Covid parce que ce qu'a développé Caroline tout à l'heure est une présentation générale qui n'est peut-être pas facilement accessible pour tout le monde. Alors je vais faire un peu le candide.
Tu as mentionné les données Bluetooth. En fait, elles sont plus précises que GPS. Pourquoi? Parce que GPS, c'est 5 à 10 mètres. Et que ça dépend des données médicales qu'on a actuellement, mais pour l'instant, on sait que à 10 mètres, il y a quand même peu de chances qu'on soit contaminé. Je dis bien pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Ça peut changer. Mais tout ça, moi, ça me fait penser à d'autres épisodes dans l'histoire. C'est pour ça que je prends toujours un peu de recul par rapport à Stop Covid, parce que c'est finalement quelque chose qui est récurrent, je trouve. Alors moi, je pense à un projet français aussi, qui s'appelait le projet Gamin, G-A-M-I-N. Alors de mémoire, je ne sais plus l'acronyme. Mais enfin, l'idée, c'était de pouvoir créer une base de données. On en a au milieu des années 80. Créer une base de données sur la petite enfance, faite à la fois par les médecins scolaires, médecins de ville et assistants sociaux, de manière à pouvoir dégager un petit peu qui était vacciné, qui ne l'était pas, et en filigrane derrière, il y avait une forme de surveillance qui était finalement de savoir qui pouvait prétendre à avoir droit au subside de l'assistance sociale et qui ne pouvait pas. Et évidemment, tout cela sans du tout le consentement des personnes. Donc, tu vois, en domaine de santé, je pense qu'on a eu des hauts débats, toujours. Et là, Stop Covid apporte peut-être un petit grain supplémentaire par rapport à hier. C'est qu'on commence à automatiser les procédures, non plus par les institutions, c'est-à-dire c'est plus les institutions qui surveillent avec des procédures automatisées de reportage, de reporting de données, mais finalement c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui fournissons soit à l'autorité, soit à nous-mêmes, c'est-à-dire de manière collective, les moyens, les outils pour nous contrôler. Le rapport entre contrôle et surveillance dont j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que ce sont dans tous ces petits interstices qui définissent notre rapport à l'outil numérique, où finalement on trouve toujours les failles juridiques que tu as développées et que tu vas sans doute encore développer à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans les réactions, et notamment d'universitaires, et là j'ai lu un papier très intéressant de Bruno Pille, qui est professeur à l'Université de Lorraine, qui est intitulé « N'a-t-on rien appris des années SIDA ?» Et donc le parallèle que tu fais avec ce type de fichier, là on peut s'interroger sur la manière dont les dérives que l'on a connues au début des années SIDA, le fait de se rappeler qu'il s'agit de maladies à déclaration obligatoire, et que tout ce qui est développé aujourd'hui pour le Covid, enfin la Covid, il faut dire maintenant, eh bien en réalité on a un système très performant qui sert, il me semble très bien, l'épidémiologie en France, et ça s'appelle le système des transmissions, on appelle ça les maladies à déclaration obligatoire, même si l'appellation a récemment changé. Et donc on sait faire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on n'a pas tout simplement mis la Covid dans la liste de ces maladies, puisqu'on a des protocoles qui sont établis, puisqu'on a des transmissions qui protègent l'identité des patients et qui permettent de suivre toutefois les épidémies? Eh bien, cela nécessite un diagnostic biologique fiable. Aujourd'hui, on ne l'a pas avec la Covid. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas rentré dans ce cadre que l'on connaît et qui était et dont on arrive à se satisfaire, puisque à travers des maladies et même le chikungunya encore récemment, on a réussi à trouver un équilibre. Moi, c'est le caractère proportionnel et l'équilibre qui m'importe. Et donc, effectivement, sur les fichiers gamins que je ne connaissais pas, que tu évoquais, il y a toujours eu cette balance à faire. Donc aujourd'hui, il faut que collectivement, on arrive à faire une balance, même si d'un point de vue constitutionnel, ça a été validé, on ne peut pas revenir là-dessus. La décision du Conseil constitutionnel du 11 mai a validé cet équilibre-là. Je m'en étonne encore. Voilà. Mais il faut apprendre du passé. Et je pense que sur ce sujet, on n'a pas assez réfléchi à la manière dont on avait surmonté les épreuves du passé.
et notamment pourquoi le secret médical a survécu aux années SIDA et pourquoi le secret médical aujourd'hui face à la Covid se délite réellement. Oui, sur cette question du secret médical, c'est toujours intéressant, surtout pour le VIH. Alors, c'était toute l'histoire du traçage de contact, hein, avec ou sans consentement. Doit-on annoncer à quelqu'un non seulement qu'il est porteur de VIH, mais doit-il lui-même annoncer à quelqu'un d'autre que potentiellement il est lui aussi porteur et sous quelles conditions? Ça, c'est tout un aspect. Peut-être que le public ne... C'est pas facile de parler son public parce qu'on voit pas les réactions, mais je ne sais pas si le public est bien à l'aise avec cette histoire de traçage de contact. C'est toute une histoire, le traçage de contact. C'est d'abord un outil de professionnel, c'est d'abord un outil de médecin. C'est un outil pour la médecine et l'épidémiologie. Le traçage de contact, c'est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Avec Stop Covid, moi, bien que ce soit des gens de l'INRIA tout à fait compétents, c'est une réponse d'ingénieur à un problème médical. Alors bien sûr qu'il y a toujours eu de l'ingénierie médicale, mais on ne peut pas circonscrire un problème médical à un problème d'ingénierie. Là, on touche d'autres problématiques qui sont celles du solutionnisme technologique que je dénonce dans mon bouquin. Et je suis loin d'être le seul à être dénoncé. Evgeny Morozov le faisait, Harald Balkan le fait. En fait, le solutionnisme technologique s'est élevé ces derniers temps au rang d'idéologie, littéralement. Ce qui fait qu'on s'empêche, je ne dis pas on nous empêche, parce que ce serait trop facile de dire qu'il y a une autorité quelque part qui nous empêcherait d'eux. Mais on s'empêche de penser les problèmes de manière globale, en voulant les restreindre à leur signification la plus simpliste, de manière à isoler des procédures, à isoler des moyens d'action, et finalement condamner la décision publique à des moyens d'action technologiques, et terminer par tous les problèmes liés au consentement. Est-ce que nous consentons à ce monde qu'on nous prépare? Est-ce que nous consentons, au-delà de simplement consentir à dévoiler une partie de notre secret médical, est-ce qu'on consent finalement à un monde fait de solutions techniques à des problèmes éthiques? J'ai lu récemment l'avis de la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui rejoint également l'avis du défenseur des droits dans une lettre qu'il a adressée aux parlementaires. Et il parle d'effet cliquet. Et cet effet cliquet, effectivement, m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'en période d'urgence sanitaire, on aille cette balance-là qu'on évoque et cette acceptation, ce consentement que l'on va donner en période de guerre, n'oublions pas quand même les termes, ce vocable martial, hein, cette acceptation que l'on va avoir, cette réflexion que l'on a pour donner son consentement en période de guerre contre le virus, qu'est-ce qui légitime encore que demain, hors de cette période d'état d'urgence sanitaire, qu'est-ce qui légitime qu'on se défasse des applications, du traçage, et qu'on revienne en période classique. Et réellement, je crois qu'il y a un moment où on va trop loin, et cet effet cliquet nous empêchera de revenir à quelque chose de plus sobre technologiquement. Parce qu'il y a la question de l'efficacité. Je crois que la réflexion, elle est complètement différente lorsqu'on nous assure que ça marche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'application Stop Covid, pour revenir en propre à elle, nécessite que 60% de la population française soit équipée de l'application. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Belgique y a renoncé. Et d'autres pays ont renoncé, comme l'Allemagne, parce que l'architecture de l'application était trop centralisée. Et donc, la population n'avait pas la confiance nécessaire pour installer l'application. Donc, on nous le dit, il n'y aura pas suffisamment de monde pour que ça fonctionne. De ce fait, l'application aura une fiabilité faible. Dès lors, qu'est-ce qui devrait nous conduire à franchir ce Rubicon? Pour moi, c'est un Rubicon qui est franchi de consentir à installer une telle application.
Ça, sur l'avenir, je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que ce sera très amusant, entre guillemets, de savoir un petit peu comment on va gérer ça. C'est peut-être le moment pour moi d'enchaîner sur la question surveillance-contrôle. Parce que toute la première partie de mon bouquin concerne des études de cas. Les études de cas sur les données, sur l'histoire, depuis les années 60 jusqu'aux fin des années 80, sur l'histoire des grandes bases de données qu'on a créées, etc. Et un constat les regroupe toutes, ça ne marche pas. à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est déjà un problème qui a déjà été dénoncé. Fin des années 70, il y a la commission Grémion qui s'est réunie sur les grands fichiers informatisés. On est juste avant l'affaire Safari. Donc l'affaire Safari, pour rappel, c'est la tentation du ministère de l'Intérieur de faire un grand fichier informatisé en regroupant tous les fichiers, identité, sécurité sociale, etc. Et ça a été dénoncé dans Le Monde, justement, avec un grand papier, voilà, la chasse aux Français. Et donc voilà. Donc juste avant, déjà, on dénonçait ces grands fichiers informatisés qui finalement ne servent à rien, si ce n'est qu'à fabriquer de la technocratie. De la technocratie à tout va. Et en fin de compte, c'est ce que prédisait en quelque sorte déjà Michel Foucault. Alors, je vais peut-être être un peu pénible, hein, mais je vais parler un peu de philo à voix basse. Bon, les internautes qui nous écoutent pourront aller voir sur YouTube, pas tout de suite, mais pour aller voir sur YouTube une petite vidéo de Gilles Deleuze qui nous parle d'art. Et dans cette vidéo, il résume très bien la pensée de Foucault. Alors, la pensée de Foucault, elle est la suivante. Foucault a décrit les sociétés par période, par âge, et il a décrit notamment le passage d'une société de la souveraineté, où l'autorité s'exerçait sur les corps, etc., sur la base d'un État bien organisé, à une société qu'on va dire désincarnée, ou du moins une société sans cette souveraineté, une société de l'enfermement. Une société de l'enfermement avec les prisons pour surveiller et punir, mais aussi les écoles, les hôpitaux, tous ces lieux d'enfermement qui sont nécessaires à l'autorité et en même temps à l'apprentissage collectif du vivre ensemble. Eh bien, pour Deleuze, ce passage-là, il est aussi celui futur d'un passage à une société de contrôle. Parce que justement, la société de contrôle, c'est une société qui ne nécessite plus ces lieux d'enfermement. C'est le bracelet électronique pour remplacer les prisons, c'est l'école sur Discord et WhatsApp, comme on a vu là pendant notre période de confinement, c'est la télémédecine et c'est Stop Covid. C'est-à-dire toute une société où finalement le contrôle se fait par l'intermédiaire de la technologie. Alors là où je m'inscris par contre un petit peu en bémol par rapport à cette vision, c'est que on a tendance de cette manière à penser l'individu comme perpétuellement soumis à ce type de contrôle. Or, c'est pas tout à fait le cas. Là, je reprends, et là, je me rattache encore à des philosophes, mais Michel de Certeau, qui montrait à quel point il y a toujours des lieux de résistance, des façons de faire, des façons d'être, qui font que, non, on n'est pas toujours soumis. Là, l'application Stop Covid, même si elle devient obligatoire, comme c'était le cas là, à Singapour, ils sont passés d'une solution volontaire, enfin basée sur le volontariat, à une solution obligatoire. Même si elle est obligatoire, il y aura toujours des personnes pour ne pas la vouloir, des personnes pour essayer de resquiller, des personnes pour essayer de sauvegarder le peu de liberté qu'on puisse avoir. Et en même temps, ces lieux de résistance, eh bien, ils ne sont pas seulement individuels, pas seulement collectifs, mais aussi au niveau des organisations. Et on voit très bien
lorsqu'on parle de Stop Covid, que les institutions elles-mêmes se portent en faux par rapport à ce type de solution. L'INRIA, d'accord, est en partie porteuse de l'application Stop Covid. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé en tribune dans Le Monde, je crois, ou Libé, je ne sais plus très bien, des chercheurs de l'INRIA aussi, qui s'inscrivaient complètement au faux par rapport à Stop Covid. C'est-à-dire que les discours ne sont jamais unilatéraux, ne sont jamais portés de manière harmonieuse. Voilà où je voulais en venir. C'est-à-dire que ces espaces de résistance-là, moi je les vois, on en parlera tout à l'heure, je les vois différemment, je les vois comme étant un horizon possible pour le libre et les libertés numériques, mais en tout cas, il est déjà présent et je pense qu'il faut s'en saisir. Je pense que ce soit la résistance ou simplement le fait d'être heureux de disposer de certains outils technologiques, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'incapacité de comprendre comment sont traitées nos données. C'est l'impossibilité des personnes, par défaut d'éducation numérique, par défaut d'informations claires sur la manière dont tout ça fonctionne. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il ne suffit pas de dire c'est compliqué, donc inutile qu'on vous explique, faites-nous confiance. C'est ça qui est insupportable. Donc je crois vraiment qu'il ne peut pas avoir de consentement éclairé sans véritable compréhension. Donc ça, c'est quand même l'enjeu de quelque chose que je voudrais porter loin, c'est l'éducation populaire au numérique. Bon. Donc cette question du consentement, on le rappelle, les juristes le rappellent tout le temps. Il ne peut pas avoir de consentement libre et éclairé sans information claire, loyale et appropriée. Et on en revient à ça avec Stop Covid. Je voudrais faire une parenthèse sur la télémédecine parce que je n'ai pas de posture. Parfois on dit oui, voilà, c'est des postures, ça quand même, que finalement. Ben non, il y a des solutions de télémédecine que je trouve formidables. J'ai le plaisir de faire partie de certains jurys qui analysent d'un point de vue juridique dans des cadres d'appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation. Il y a des choses que je trouve complètement empreintes de solutionnisme technologique qui n'apportent rien, qui sont à l'opposé de la sobriété technologique qu'il nous faut et qui vraiment, on se fait plaisir. Hein, voilà. Et il y a des choses vraiment qui sont formidables. Et ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui utilisent ces solutions-là comprennent même globalement comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices, les risques, les apports, les contraintes, et réussissent à s'investir dans les applications qu'on met à leur disposition. Donc là, je pense à un grand nombre d'applications au service des malades, et ça fait partie aussi de l'éducation thérapeutique des patients que de s'approprier l'outil qui est mis à leur disposition. Il y a des choses qui sont formidables, et d'ailleurs, il y a des choses qui ont été, pendant la période de confinement, réalisées, développées très très vite dans le Hacking Health Camp par des équipes qui se sont mis à l'écoute des besoins des soignants, qui leur ont dit « bougez pas, en un week-end, vous avez besoin d'une petite appli comme ça, on vous la fait ». Et il y a des choses qui ont fonctionné vraiment très très bien, qui ont été développées très rapidement. Et à l'inverse, des mastodontes comme Stop Covid, qui, à mon avis, ne sont pas voués à un franc succès, parce que l'efficacité n'est visiblement pas à prévoir au rendez-vous, et aussi parce qu'un certain nombre de pays européens ont déjà annoncé qu'ils laissent tomber. Donc il y a aussi la question de l'Europe et de ce qu'on veut porter pour faire face à ces crises sanitaires d'un point de vue européen, d'un point de vue cohérent au niveau européen. Oui, le solutionnisme technologique, j'ai dit tout à l'heure qu'il était porté au rang d'idéologie parce que je fais toujours l'analyse entre la carte et le territoire. Pour la plupart des gens, on a peut-être peur de ce technologisme, si on veut appeler ça comme ça, parce qu'on viendrait à confondre justement la carte et le territoire, la représentation et le représenté. Nos gouvernements, qui gouvernent par l'expertise, en fait, ne viennent pas à confondre la carte et le territoire. Ce serait faux de dire ça. Ils confondent ce que représente la carte et ce que représente pour eux le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, la carte n'est pas une représentation fidèle du territoire, mais pour peu qu'on dise qu'elle l'est, elle le devient. C'est-à-dire, c'est toute la place du discours. Quand on voit le discours de notre cher président, adoré, où toutes les choses
par l'intermédiaire du discours, deviennent vraies, ou comme par hasard venaient à advenir, eh bien, c'est ça qui est formidable avec le discours. C'est ça qui est formidable avec Stop Covid. Je veux dire, on fait une appli, ça va marcher. Ça ne peut que marcher, voyons. Et si ça ne marche pas, c'est parce que les obstacles auront été, je ne sais pas, tout le monde n'a pas de portable, ou tout le monde ne voudra pas installer Stop Covid. Mais la solution elle-même ne peut que fonctionner, voyons. Ce sera peut-être également à cause de personnes qui décrient l'application et en conséquence de quoi contribuent à ce que l'épidémie continue. C'est effectivement... De dangereux anarchistes. Exactement, voilà. Mais est-ce que tout repose sur la question du consentement? Parce que, à vous entendre, c'est là qu'est l'essentiel. Mais est-ce que le consentement peut toujours être libre, éclairé, et est-ce que ça suffit pour les questions soulevées? Je peux me permettre un exemple extrêmement concret. Je suis avocate, j'ai une réunion à midi avec d'autres de mes consoeurs et confrères du syndicat des avocats de France, et on constate qu'énormément d'employeurs demandent à leurs salariés de se tester, et leur ont dit, dès que l'application Stop Covid est téléchargeable, vous me la mettez. Où est le consentement? Où est le libre arbitre? Alors, je pourrais détailler les raisons pour lesquelles cette manière de faire n'est pas admissible, c'est pas le lieu, mais simplement pour réfléchir à la liberté de consentement. Si ça existe, de toute manière, ce sera exploité. Voilà. Donc, il y a cet aspect. Je pense que la compréhension du fonctionnement de l'application, c'est ça la clé du consentement. C'est pas simplement de dire le téléchargement est volontaire. Peut-être une question de la salle. Oui, alors pour la distance sociale, je vais le faire en voix off, pour pas trop me rapprocher de vous. Il y a beaucoup de questions sur les différents canaux, mais des personnes notamment qui se disent est-ce que le consentement c'est si important que ça? C'est dans le même sens que la question qui vient d'être donnée, hein, mais est-ce que par rapport à la gravité du problème, est-ce que finalement le consentement, l'État n'est pas dans son rôle à dire le consentement, on s'assoit dessus, pardon, pour parler vulgairement, mais c'est pas si important que ça, le consentement des citoyens, étant donné la situation dans laquelle on se trouve. Et là, c'est plutôt ma question personnelle, mais je m'adresse à l'historien. Peut-être qu'il y a, dans l'histoire, j'imagine qu'il y a eu peut-être pire que la situation actuelle, et il y a eu pire que Stop Covid. Oui, bien sûr, ne serait-ce que Edward Snowden l'a montré, qu'il y a eu pire que Stop Covid. Je reviens sur la question du consentement. Je vais faire quelque chose de général, et après, je laisserai la parole à Caroline, parce que je sais qu'elle a une idée précise là-dessus, beaucoup plus précise que je ne puis l'être. Le consentement, là on parle de consentement, à savoir s'il est éclairé ou non. Le consentement en situation de guerre, on ne demandait pas le consentement au pauvre gars qui allait se faire tuer à Verdun. Donc voilà. Par définition, en temps de guerre, le consentement, enfin, à mon sens, est une question annexe. Par contre, si on parle de consentement, si on dit c'est avec votre consentement que nous allons mettre fin au secret médical temporairement, ou c'est avec votre consentement éclairé que nous allons traiter vos données, là, il faut savoir ce qu'on entend par consentement éclairé. Et justement, à ce niveau-là, en ce qui concerne toutes les affaires liées au numérique, j'ai tendance à dire qu'il n'y a que dans très rares cas où le consentement est éclairé, justement éclairé. Prenons l'exemple du rapport entre pseudonymisation et anonymisation. On peut pseudonymiser des données, on peut les anonymiser, mais je suis tombé là récemment sur une étude parue dans Nature, donc c'est pas non plus, voilà. Alors il y a beaucoup de choses en Nature, mais une étude de mathématiciens qui montre qu'avec des statistiques et des principes de corrélation bien menés, on a juste besoin d'un nombre assez significatif, mais finalement peu nombreux de données pour pouvoir désanonymiser artificiellement des informations. Donc l'anonymat et le pseudonymat sont des postulats qui partent
non, ce sont des principes qui parlent d'un postulat, c'est que l'anonymat absolu existe. C'est faux, il n'existe pas. À partir de ce moment-là, tout déroule finalement une sorte de gradation entre l'information et le consentement. On ne sait pas aujourd'hui, lorsque vous cliquez en bas à droite de votre page Facebook, ce à quoi exactement vous consentez, mais le plus pénible dans l'affaire, c'est que Facebook ne sait pas non plus exactement à quoi vous consentez, parce que les données qui sont récoltées, en particulier par les courtiers de données type Axiom, qui ont développé des solutions de onboarding, c'est le reprofilage, eux-mêmes sont en train de développer des algorithmes et embauchent des mathématiciens qui ne sont pas des amateurs pour pouvoir justement faire ces opérations de reprofilage. Donc les GAFAM eux-mêmes finalement n'ont pas forcément... c'était même pas une question de moyens, ils n'ont pas forcément envie de savoir ce qui va être fait des données, puisque de toute façon c'est un minerai qui est retravaillé derrière par des sociétés spécialisées. Voilà, donc on consent à quoi je ne sais pas. On consent à rien du tout, en fait, j'ai l'impression. Je voudrais dire un mot de ce motif d'intérêt public, parce qu'en réalité, c'est ça. La question, elle porte sur le fait de se dire il y a une raison impérieuse pour laquelle nos droits et libertés baissent. C'est le raisonnement, c'est un raisonnement juridique, c'est un cas qui est prévu par nos lois, par la Constitution, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel l'a rappelé lorsqu'il a autorisé la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, et donc a autorisé la création du fichier SIDEP et Contact Covid. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il y avait un équilibre à faire, et que l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé nécessitait qu'il y ait une atteinte à la vie privée objective. Voilà. C'est-à-dire, oui, ces fichiers atteignent la vie privée des personnes, mais on peut l'accepter dans cette période rarissime parce qu'il y a un intérêt public majeur. Bon. C'est également prévu par le Règlement général sur la protection des données de 2016 qui est entré en vigueur en 2018 et qui le prévoit clairement. Il y a des cas dans lesquels on va se passer du consentement des personnes. Mais est-ce que le consentement est synonyme de chèque en blanc? Non, parce que le Conseil constitutionnel, comme le législateur d'ailleurs, comme toutes les institutions qui ont rendu des avis sur la question, le rappellent. Le Règlement général sur la protection des données n'exclut pas que dans les cas où on va se passer du consentement des personnes, on les informe. Le droit à l'information perdure. Or, aujourd'hui, qui sait comment sont traitées les données qui démarrent du logiciel de cabinet du médecin traitant lorsqu'il prescrit un test PCR à destination d'un laboratoire? Qui sait que du laboratoire, les données vont être alimentées donc, dans ce fameux fichier SIDEP, qui derrière vont être poussées sur les serveurs d'un sous-traitant qui est l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui fait d'ailleurs un très bon travail. Techniquement, je n'ai absolument pas les compétences pour critiquer ça. Ce n'est pas une question de critique technique, loin s'en faut. Mais qui sait que après que les données aient alimenté donc, les serveurs de ce sous-traitant, la PHP, eh bien, qui sait qu'il y a une autre plateforme des données de santé derrière qui va, elle, encore être alimentée parce qu'on a besoin de faire de l'intelligence artificielle sur les données et que ce Health Data Hub, donc la plateforme des données de santé, est sous la responsabilité de Microsoft. Donc tout ça, toute cette chaîne et ce partage avec tous les acteurs qui vont pouvoir, des centaines et des centaines de personnes qui sont habilitées à accéder à ces données, eh bien, qui le sait ça lorsqu'il va chez son médecin? Alors on peut nous dire, oui, quand on va chez son médecin, la priorité c'est d'être soigné. Mais depuis fort longtemps, on a décorrélé le soin du fichage, des dossiers, des notes personnelles du médecin. Le médecin arabe Razès déjà avait des notes personnelles, des tablettes sur ses patients, et c'était complètement indépendant, puisque c'était pour la recherche, c'était complètement indépendant du soin. Donc soigner les personnes, même si elles refusent catégoriquement de donner
de livrer leurs données de santé doit rester possible. Ce sont deux choses différentes. Donc lorsque l'on va chez son médecin, la première chose c'est qu'on veut être soigné, il faut que ça perdure. Et je crains qu'on ait quand même, on parlait d'effet cliquet tout à l'heure, et tu parlais de safari, j'ai peur qu'on ait un effet safari, c'est-à-dire des personnes qui, par sentiment d'être fichées systématiquement lorsqu'ils entrent dans le système de soins, s'en éloignent, et ce serait dramatique, vraiment. Donc j'ai peur de cet effet-là. Et il faut continuer à être soigné chez son médecin et on doit continuer à pouvoir préserver ses données de santé si on le souhaite. Et moi, à certains égards, je suis ravie que mes données servent à l'épidémiologie et à la recherche, mais avec un certain protocole, avec une garantie. Et je veux savoir les choses. Et donc, alors moi, effectivement, j'ai une expertise sur ce sujet, mais je crois que, loin s'en faut, une grande partie de la population française n'a aucune idée de la manière dont sont traitées les données de santé. Et c'est dommage, parce que, indépendamment de la question du consentement, c'est la question de l'information. Même si on se passe du consentement des gens, on doit les informer. Oui. Non, c'est assez intéressant de voir à quel point on est dans une posture de défiance finalement. Mais cette posture, elle a un gros défaut selon moi, c'est qu'elle reste toujours individuelle. Je veux savoir ce qui va être fait de mes données. C'est légitime à mon avis, mais nous devrions savoir ce qui est fait de nos données, parce qu'à mon avis, tout comme les données génétiques sont collectives, les données personnelles sont elles-mêmes aussi des biens collectifs. Là où je veux en venir, c'est qu'on a toujours eu tendance à proclamer haut et fort le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, c'est quelque chose de très malléable, au contraire, quelque chose qui est relatif à différentes cultures. La privacy à l'américaine n'est pas la vie privée à la française, n'est pas non plus la vie privée allemande. Ce sont des choses qui apparaissent dans le droit à des époques très différentes, et selon des canaux toujours assez différents. La vie privée, si on continue à la défendre de manière individuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les libertés individuelles, à mon avis, on va dans le mur parce qu'on va faire en sorte que les institutions contre lesquelles on va se dresser pour la sauvegarde des libertés individuelles, on ne fait pas attention à un fait, c'est qu'elles sont elles-mêmes dépendantes d'autres institutions qui sont les institutions du capitalisme. C'est là où je veux en venir dans mon bouquin. Je veux dire clairement, on n'a pas parlé de ça, mais le capitalisme de surveillance, c'est tout un ensemble, non seulement de pratiques de surveillance et de privation de vie privée, mais en même temps, c'est le capitalisme qui fait que dans ses rouages, dans ses mécanismes lui-même, dans tout ce qui concerne l'aspect de la propriété, c'est-à-dire la propriété des biens de production, sont aussi inclus la propriété des données. Et la propriété des données, c'est-à-dire l'extraction, comme un minerai, de nos données personnelles, de toutes les traces que nous laissons derrière nous. À partir de ce moment-là, un autre biais s'est produit, c'est que, à travers l'idéologie du solutionnisme, eh bien, nos institutions publiques sont devenues prisonnières et dépendantes des institutions du capitalisme. Typiquement, tu parlais du Health Data Hub, mais pour moi, c'est un très bel exemple de ça. On a déjà un système de partage et de mutualisation de données de santé entre hôpitaux qui existe, mais non, on va créer une plateforme pour qu'il fonctionne mieux. Bon, d'accord, cette plateforme pour qu'il fonctionne mieux, du coup, il n'y a qu'un seul acteur en France, semble-t-il, paraît-il. Il n'y a qu'un seul acteur qui est capable de pouvoir la supporter, c'est Microsoft et sa plateforme Azure, avec laquelle on a passé des contrats, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'autres institutions ? Par exemple, l'État fédéral américain, avec le Cloud Act, qui peut éventuellement demander à Microsoft Azure de donner toutes les données. Non, toutes ces questions-là semblent annexes, mais en même temps, on voit bien à quel point, par je ne sais quel mécanisme, je serais tenté de dire du lobbying, mais en tout cas, Microsoft se place là en acteur incontournable de la santé en France. Ça me pose quand même un certain nombre de problèmes.
ça ne veut pas dire que ces questions que nous abordons là aujourd'hui, c'est des questions qui devraient être débattues par nos représentants nationaux et européens éventuellement. Est-ce que ce débat politique ne doit pas avoir lieu, mais pour que le consentement soit collectif et non pas seulement individuel sur mes données, ma liberté par rapport à une autorité dont je me défends? Je pense que la France est très en retard sur les réflexions dédiées à ces questions. Et il y a en Europe des lieux de réflexion très poussés sur ces questions, sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et c'est pas en France. Je dois la vérité de reconnaître que le Conseil de l'Europe fait un travail formidable et la réflexion est réellement de haut niveau. Alors il y a beaucoup à l'intérieur du Conseil de l'Europe, hein, il y a l'Assemblée parlementaire, il y a beaucoup de lieux à l'intérieur même du Conseil qui réfléchissent à ces questions, mais c'est réellement de haut niveau. Et l'expertise est tout à fait appréciable. Lorsque je prends à l'inverse, les débats qui ont eu lieu dans une période extrêmement contrainte, hein, je le reconnais, mais donc à l'occasion de la loi pour la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, la loi du 11 mai, lorsque l'on regarde les débats parlementaires, débats auxquels tous les députés n'ont pas pu assister d'ailleurs, hein, puisque pour des raisons sanitaires, ce qui pose quand même un certain nombre de questions démocratiques. Mais bon, ils étaient perdus. Parce que alors eux-mêmes ont tendu des perches, hein. Il y a beaucoup de parlementaires qui ont demandé à ceux qui savent, qui ont sollicité des universitaires, des experts sur ces questions, mais ça a été réellement, beaucoup de parlementaires l'ont reconnu, ils étaient perdus. Parce que on mêle des questions de données, de numérique, de souveraineté sur les données, d'intermédiaires techniques. Tout ça, tous ces enjeux sont fondamentaux et quasiment confidentiels en France. Voilà. Je veux dire, il faut être initié à ces questions. Voilà. Donc, il n'y a pas de ce fait, la France est en retard. Et j'entends souvent que la France est en retard d'un point de vue technique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement, il n'y a pas suffisamment de... Alors peut-être, mais je crois qu'elle l'est également d'un point de vue philosophique, d'ailleurs. Le retard, il est également à rattraper de ce point de vue. Voilà. Est-ce que la salle... Attends, je réponds en même temps à la question et peut-être on touchera la question. Oui, la réponse, elle peut être effectivement politique et à travers nos institutions, qu'elles soient républicaines ou en France ou à l'échelle européenne. Évidemment, il faut initier des discussions. Mais tu parlais tout à l'heure de l'éducation populaire au numérique. Moi, je pense que c'est là la clé. Elle est là la clé. Alors, évidemment, ceux qui connaissent Framasoft et qui nous regardent savent que nous sommes une association d'éducation populaire et agréée, jeunesse et éducation populaire. Et c'est bien tout le travail qu'on a fait depuis 2014 avec notre projet Dégooglisons Internet et puis le projet Contributopia, c'est tout le chemin que nous avons entamé pour une éducation populaire. Alors, l'éducation populaire... ça veut dire beaucoup de choses. Et en France, depuis 1945, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Pour moi, je termine mon livre en fait sur cette question-là. J'ai peut-être parlé tout à l'heure des espaces de résistance qui se font au niveau collectif. Bah oui, des espaces de résistance, on en voit beaucoup ces temps-ci. Je parle, les Gilets jaunes, les ZAD, mais bon, sans parler d'espaces de résistance... médiatisés, tous ces espaces de collectifs informels, de monde associatif, de toute l'économie sociale et solidaire qui représente un poids non négligeable en France, sont pour moi des espaces de résistance dans lesquels peuvent se développer des savoirs, et des savoir-faire et des savoir-être. Donc c'est ce que disait notamment Bernard Stiegler sur la prolétarisation qu'a entraîné le numérique, c'est-à-dire que c'est à nous de nous déprolétariser tout en contribuant, en faisant en sorte qu'advienne une économie de la contribution. Moi, je plaide plutôt pour une société de la contribution,
Une société qui va se distinguer sur le plan technique par l'adoption des logiciels libres, du chiffrement systématique de nos données, enfin de tout un ensemble de savoir-faire bien précis dont je ne vais pas faire l'étalage ici, mais aussi par deux aspects fondamentaux qui ont été théorisés. Donc, le premier a été théorisé par Nicole Mackelberg, qui est celui de la préfiguration, une variante de l'action directe, c'est-à-dire en gros le fait de préfigurer un mouvement tout en le faisant. Typiquement, Occupy Wall Street. Donc c'est autant dans la structure et la manière de penser la décision au sein du mouvement, c'est tout aussi important que de faire le mouvement et de penser les choses tout en les faisant. Donc une manière de résister à ce capitalisme de surveillance, finalement, c'est en même temps de proposer des modèles et de créer ces modèles, tant bien que mal, dans les espaces, en tout cas, d'action qui nous sont réservés. L'autre manière de voir, c'est que tous ces espaces de résistance, tous ces lieux, toutes ces préfigurations, eh bien, elles peuvent être archipélisées. Donc ça, c'est chez le philosophe Édouard Glissant que je vais chercher ça. Édouard Glissant, philosophe martiniquais, montrait que voilà, quand on a un archipel, en même temps, il y a une cohérence, bien qu'il s'agisse d'îles complètement différentes. L'archipel, c'est quelque chose qui nous ramène à l'autre, qui nous ramène dans le dialogue, qui nous ramène dans l'attention que nous pouvons porter à l'autre, aux différents, tout en ayant cette fameuse cohérence qui nous permet de coexister ensemble et de fabriquer des choses ensemble, de manière déclinée, de manière à chaque fois peut-être différente, mais en tout cas dans un seul et même élan. Donc c'est peut-être le point un peu positif que je vois là-dedans. Concernant les institutions publiques et le dialogue démocratique, pour moi, l'avenir est plutôt sombre en ce qui me concerne. Je pense que la confiance que nous pouvions avoir dans les élus n'est même plus écornée, est déchirée aujourd'hui. Mais bon, ça relève d'une autre analyse qu'on pourrait avoir par ailleurs. Est-ce qu'une question de la salle? Oui, alors, question de la salle virtuelle dont je me fais la voix. Alors, plusieurs questions, donc je vais essayer de synthétiser. Et pardon, mais je vais revenir sur des questions un peu terre à terre. Mais bon, vous avez commencé en disant on va devoir, chaque citoyen va devoir choisir s'il utilise cette application Stop Covid. Caroline Zorn a dit les politiques sont eux-mêmes perdus. Et donc il y a beaucoup de questions de personnes qui sont perdues. Alors, bon, donc il y a une question, mais là, bon, vous nous dites Stop Covid, ça marche pas, ça marchera pas, c'est dangereux. Je suis un peu, j'exagère un peu, mais c'est un peu ce qu'on comprend dans votre discours. Donc ça, c'est l'aspect négatif des choses. Il y a une question qui revient, c'est positivement, mais il y a un début de réponse qui vient d'être apporté, mais positivement, que fait-on? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et aujourd'hui, alors le philosophe, il pense dans la durée, l'historien, il pense dans la durée, mais au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine anxiété de la part des citoyens, qu'on comprend bien, qu'on vit plus ou moins chacun. Il y a quelqu'un qui a employé une expression en disant un truc qui marche. Hein. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, en réalité? C'est angoissant de ne pas avoir de réponse définitive, de solution clé en main. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle cette angoisse-là, elle est calmée par des solutions miracles. C'est tout. Il y a aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas, il faudrait plutôt interpeller des médecins, des scientifiques sur cette question de qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, mais c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est de s'interroger sur comment faire la balance entre les bénéfices proposés par cette application et les risques à utiliser une telle application maintenant et pourquoi pas demain. Voilà. Donc c'est un modèle, on s'interroge sur un modèle. Il est vrai que on peut s'interroger sur si on met de côté
toutes les critiques qu'on apporte à cette application. Après tout, qu'est-ce qu'on fait de mieux, nous, hein? Bon, je crois que de la même manière qu'on parlait du passé dont on n'avait pas forcément retenu les enseignements, et on est remonté un petit peu loin, hein, Christophe, et c'était intéressant. Années 60, on peut refaire toute une lecture de l'histoire de l'informatisation de la société sur la question de la surveillance. Voilà. Et on peut même remonter puisque je l'ai lu dans un des papiers que j'ai mentionné, dans les années 20 avec la peste à Paris. Voilà. Donc il y a vraiment des enseignements sur l'histoire des épidémies à tirer de ça. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on se demande qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour nous sortir de l'ornière, dans une situation où le système de santé a subi un nombre de réformes de l'hôpital incalculables dont les effets ont été délétères, dévastateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, sachant que les masques, on nous a dit qu'il n'y avait pas manqué de masques, hein, donc voilà, puisque c'est dit, puisque c'est posé, puisque le constat est là. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire alors que, en réalité, on n'en a pas des masques. Enfin, en tout cas, moi j'habite à Strasbourg, j'ai toujours pas eu mon masque qui vient du Pakistan, donc moi je n'en ai pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors que les tests ne sont toujours pas validés par les autorités? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bien, effectivement, il y a peu de choses à faire, si ce n'est avancer avec un certain bon sens, imaginer le futur, même s'il est frustrant de ne pas avoir de solution clé en main aujourd'hui, mais penser le futur en intégrant ces erreurs du passé et en repensant quasiment un modèle de société, je pense que c'est déjà à même d'apaiser nos angoisses de ne pas disposer de solutions miracles aujourd'hui. Donc c'est mon point de vue qui est en un sens assez résilient. Voilà. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le coronavirus? C'est pas une question que je suis à même de répondre, ni même un juriste, ni même un médecin peut répondre à la question des médecins. La collectivité scientifique, la communauté scientifique des médecins peuvent répondre à la question en faisant des projets de recherche, en travaillant dessus. Je veux dire, la solution miracle de l'application Stop Covid n'est pas une solution pour soigner, c'est une solution politique. Juste sur les masques, nous en avons reçu dans nos boîtes lettres. Moi pas. Une autre question, non? J'ai pas bien interprété les signes. Non. D'accord. De ta part, peut-être. D'accord, de ma part. Non, mais bien sûr que la question sur que faire est très, très présente. Mais si on revient à ces questions de surveillance et de contrôle, là on a un très bon exemple de dispositif qui nous permet de nous interroger sur, non pas ce qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, pour cela, bien placé. Il y a des pièges dans ces histoires-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pense aux pièges orwelliens. On a toujours tendance à penser notre société de surveillance, et non pas société de contrôle, même si on peut reprendre quand même l'idée de Deleuze, c'est de penser ça en termes orwelliens. C'est George Orwell, c'est la place du discours, typiquement Macron qui nous dit qu'il y a des masques. Enfin, il n'y a pas de masques, donc il y a des masques. Il n'y a pas eu de pénurie. Voilà, il n'y a pas eu de pénurie. Mais oui, évidemment, on trouve beaucoup de choses chez Orwell. Il faut savoir que la question de ce rapport à 1984, eh bien, elle intervient dès l'instant qu'on a commencé à faire des grandes bases de données. Dès fin des années 60, on crée des bases de données, une grande base de données fédérale aux États-Unis, par exemple, qui a donné lieu à de multiples discussions au niveau du Congrès en préalable à la grande loi de 1974, le Privacy Act. Et durant cette grande discussion, des éminents spécialistes, juristes, économistes, etc., mentionnaient à tour de bras la référence à Orwell. Toujours, on nous prépare une société orwellienne, on nous prépare une société orwellienne. Et quand on va un petit peu dans la littérature, jusqu'à la fin des années 80, on n'a que ça.
Orwell, c'est Orwell, c'est Orwell. Ben non, oui, c'est Orwell, sauf que Orwell, c'est une société où nous sommes tous soumis. Or, nous avons construit une société de l'informatisation ensemble. Les structures, les organisations, notre économie est une économie de la surveillance. À partir de là, il s'est inscrit quelque part dans notre ADN économique, en quelque sorte, l'idée que, eh bien, tous les grands problèmes du monde peuvent être résolus, peu ou prou en tout cas, par des solutions technologiques. Et ça, c'est une grande idée, c'est celle de la Silicon Valley. On peut avoir une siliconisation des esprits. Mais ça, c'est peut-être Orwell, mais c'est surtout la création d'un autre univers. C'est ce monde numérique où errent quelque part nos doubles numériques qui ont été façonnés, profilés par les institutions du capitalisme et qui, finalement, configurent nos choix, configurent aussi nos décisions publiques, à tel point qu'on se retrouve un peu coincé. Et là, Stop Covid, typiquement, c'est ça. C'est ce balancement entre l'éthique, la responsabilité, et puis ce qu'on est prêt à accepter au risque de nous condamner pour plus tard. Parce que Stop Covid, si demain devient finalement quelque chose de très courant, de bien installé, de multiples applications du même genre que Stop Covid, mais pour d'autres domaines d'action, les assurances, je dis ça au hasard, viendront et nous sommes là devant un choix de société que nous devons faire. On va conclure. Tu permets que je conclue, parce que j'aime bien répondre aux questions qui nous sont posées, et je voudrais conclure sur le fait que cette application Stop Covid permet de dire au porteur d'un téléphone s'il a croisé des personnes qui se déclarent positives au Covid. Donc, si les personnes qui nous écoutent estiment que c'est une information qui est importante pour elles et qu'à l'issue de ce qu'elles ont entendu aujourd'hui, la balance est acceptable d'installer une application comme ça parce que cette information leur paraît importante, qu'elles le fassent. C'est une décision, elles ont le choix de l'installer ou de ne pas l'installer. Mais il faut être conscient de l'apport, c'est-à-dire que ça ne soignera pas par la position de l'application dans un téléphone, ça ne soignera pas. Ça n'empêchera pas non plus, a priori, qu'un certain nombre de faux positifs et d'angoisses naissantes de cette application. Donc il faut aussi être conscient de ce que ça peut provoquer d'avoir ces alertes lorsque vous avez pris un jour le tram pour vous rendre au travail. Mais c'est à chacun, à l'issue des explications qui lui sont fournies, de faire ce choix. Moi, je suis contente aujourd'hui qu'on ait pu parler de cela, parce que l'information, on a du mal à la trouver et elle est pas évidente. Voilà. Donc je crois qu'on revient à cette question de l'information. Et pour le détail sur le lien entre les fichiers qu'on avait évoqués au début, ça permet de reboucler, l'application Stop Covid la loi ne prévoit pas qu'il y ait de lien entre cette application et les fichiers SIDEP et Contact Covid. Je ne dis pas que techniquement, ça n'est pas possible, puisque j'ai vu certains schémas d'architecture qui datent du mois d'avril, qui permettaient de pousser les données. Donc techniquement, c'est possible. Mais la loi, ça a été posé dans la loi, les parlementaires l'ont voté, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de lien entre l'application, que vous allez pouvoir télécharger gratuitement ou pas, et volontairement, et les autres fichiers qui sont des fichiers de l'assurance maladie, du ministère de la Santé, de l'Agence régionale de santé, etc., et qui permettent de suivre l'épidémie, mais au contraire des maladies à déclaration obligatoire, qui ne permet pas de suivre l'épidémie de manière anonyme, mais de manière nominative. Voilà. Christophe, est-ce que tu veux un mot de conclusion? Non, tu ne veux pas dire. Voilà, donc sur cette belle conclusion, je vais rappeler le titre de l'ouvrage de Christophe, Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance, aux éditions CF. CF Éditions, à Caen. CF Éditions, pardon.
remercier chaleureusement Caroline Zorn, Christophe et la librairie Kléber qui nous accueille pour ces rencontres. Le mot de la fin, c'est pour toi, Franck? Oui, alors un petit mot aussi pour vous remercier, vous conférenciers, parce que l'exercice est très difficile. On est dans cette salle blanche où on a l'habitude de voir du monde, et là on est tout seul, ça résonne, c'est très particulier, et vraiment l'exercice, je pense, est difficile. En tout cas, je suis heureux de ne pas avoir eu à m'y prêter moi-même. Voilà, et évidemment un grand merci à la librairie Kléber qui reste dynamique et qui relance ces conférences qui sont très appréciées. Et bien, le fait de pouvoir le faire en ligne, c'est quand même quelque chose qui est, on le voit avec les statistiques de vue, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et je voulais vous dire simplement, pour vous faire l'annonce de la prochaine conférence dans le cycle qu'on organise avec le CEPI et avec le SAGE, on verra, ou avec le CEPI tout court, peu importe, mais on invitera, j'ai pas encore la date, mais très prochainement, Yannick Menesseur, qui vient de publier un ouvrage intitulé « L'intelligence artificielle en procès », publié chez Larcier, sous-titré « Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne ». Il est chargé de mission au Conseil de l'Europe, qui a été mentionné tout à l'heure et qui effectivement fait un travail admirable sur ces questions. On organisera la conférence débat avec un de ses collègues du Conseil de l'Europe. Donc je pense que ça promet également une belle séance qui aura lieu, je pense, on n'a pas encore fixé la date, mais qui aura lieu début juin. Voilà, merci à tous et à distance à toutes et tous pour votre présence et vos questions. À bientôt.